je vais vous présenter donc nos témoins et je vais laisser la parole là donc pour se présenter succinctement donc à Emmanuel Vasnex, président de LSDH. Oui, bonjour. Donc Emmanuel Vasnex, je suis le président de la laiterie de Saint-Nive-l'Hôtel, une entreprise de 2000 collaborateurs implantés sur 8 territoires en France, dont effectivement 3 implantations en région centre. Et je suis aussi président de l'Open Agri-Food qui réfléchit effectivement à l'alimentation de demain avec beaucoup des intervenants qui sont autour de la table. Merci Emmanuel. Je vais laisser la parole à David Hermange. Oui, bonjour David. Bonjour, oui. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je suis donc David Hermange, je suis le cofondateur de l'entreprise Néo Gourmet. Donc c'est une jeune entreprise que j'ai créée avec mon épouse Gaëlle il y a 2 ans maintenant. On est installé à Saint-Cyr-sur-Loire et nous sommes fabricants de biscuits bio, sans sucre ajouté, sans édulcorant. Et nous venons de lancer dernièrement les premiers chocolats sans sucre ajouté, sucrés naturellement par le fruit. Voilà, on est installé à Saint-Cyr-sur-Loire, à côté de Tours. Merci David. Je passe le témoin donc à François Roche-Bayard. Oui, bonsoir à tous. Donc François Roche-Bayard. J'ai œuvré assez longtemps dans le monde du biscuit au sein des établissements Saint-Michel et j'ai ensuite eu la chance d'animer une belle entreprise qui s'appelle Michel et Augustin. J'habite à Contres et j'anime un projet autour de l'éducation qui me prend aujourd'hui une grosse partie de mon temps, sachant que l'autre partie est tournée vers le développement et la structuration d'entreprises et de projets innovants. Et donc, j'ai créé une petite structure qui s'appelle Des Hommes et de Produits, qui compte pas 2000 salariés comme Emmanuel, mais pour l'instant, 1 salarié que je suis. Voilà. Merci François. Et donc, je passe la parole pour notre dernier intervenant à Marie-Joseph Lambert. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Marie-Joseph Lambert, je suis présidente de Cybeltech. C'est un spin-off de Centrale Paris. C'est une société qui travaille sur la modélisation et le développement numérique autour du végétal. Donc, nous sommes installés à Orléans et Porte d'Orléans, région parisienne. Et l'équipe aujourd'hui est composée d'une quinzaine d'ingénieurs de différents secteurs de compétences qui sont aussi bien l'algorithmie, l'informatique, le calcul HPC et la lecture du signal. Merci Marie-Joseph. Comme vous avez pu le constater, donc on a souhaité vous présenter un peu la diversité donc de l'écosystème que nous avons en région. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter une petite vidéo un peu qui, je dirais, qui résume un peu tout le poids du secteur agroalimentaire sur la région.
Voilà. Après cette introduction donc autour pour vous présenter les différents éléments hein, donc de ce secteur agroalimentaire. Je parlais tout à l'heure, donc nous allons commencer par une première partie hein, qui est essentiellement basée sur les ressources hein, et l'environnement qu'on peut trouver en région. Emmanuel Vasnex, hein, on a vu qu'LSDH hein, n'a pas cessé de se développer hein, ces dernières années, notamment en Centre-Val de Loire, hein, à travers vos différentes activités que vous allez pouvoir décrire. Et donc, en quoi le territoire, votre environnement a été facilitateur dans ce développement? Donc, merci de me donner la parole. Donc, je voudrais, juste avant de décrire nos activités, revenir sur des choses qui me paraissent extrêmement importantes sur le développement économique et agricole de notre pays, mais aussi de notre région. D'abord, et je pense que la crise qu'on vient de vivre a amplifié effectivement les choses. Nous, on a élaboré en fait finalement un schéma stratégique depuis maintenant des années qui part de 3 valeurs fortes de l'entreprise. Ces valeurs fortes, c'est la passion des hommes et des produits. C'est une ambition d'être un référent dans notre métier. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'agroalimentaire et des filières qui sont liées à cet agroalimentaire, on voit bien qu'avec tous les handicaps qu'on a en France, que ce soit le coût du travail, la fiscalité, la surréglementation, si on arrive en opposition directe sur des produits basiques, on est condamné d'avance. Et le troisième point de nos valeurs, c'est effectivement l'humanité, c'est-à-dire comment on intègre les gens, que ce soit nos producteurs, nos collaborateurs, effectivement, dans ce projet de l'entreprise. Ensuite, 2 convictions fortes. La première, c'est qu'il faut qu'on augmente le lien avec le monde agricole. Le monde agricole est en très grand danger, particulièrement l'élevage. Et je pense qu'aujourd'hui, le risque n'a jamais été aussi grand que demain, on ne soit plus du tout indépendant dans une ère où on parle de souveraineté alimentaire, etc. Je pense qu'il y a un risque fort que demain, on soit condamné à consommer des produits venant de l'extérieur, d'ailleurs avec les règles que nous imposerons effectivement à l'extérieur. Et le troisième point, c'est que finalement tout est lié parce que derrière cette production agricole qui incite derrière une transformation agricole, il y a aussi les territoires, c'est-à-dire que comment finalement cette terre française et cette terre de la région centre, qui est une terre de gastronomie, qui est une terre de diversité, de biodiversité, eh bien on arrive effectivement à le lier et les producteurs qui sont parfois souvent critiqués sur les pratiques, comme d'ailleurs les industriels, sont aussi les sentinelles de l'environnement et sont les premiers effectivement acteurs au travers de ça. La vision nous comporte au travers de ces différentes choses, c'est d'une part qu'il faut absolument revendiquer que c'est à la France de nourrir la France, donc c'est à nous effectivement producteurs et transformateurs de nourrir effectivement les Français. C'est à nous d'exporter des matières quand on a des capacités et pour ne pas les gâcher à des gens qui en ont besoin. Il y a des personnes dans le monde qui effectivement sont en grande difficulté et meurent de faim. C'est pas une stratégie, c'est une opportunité. Et par contre, et c'est important, c'est le fait de redévelopper effectivement sur nos territoires de la recherche, de l'innovation, du savoir-faire qu'on ira demain exporter. Vous savez que dans mes activités, on a 2 grandes activités. D'un côté, on a la partie liquide au travers du lait, des jus de fruits, des boissons végétales, un certain nombre de produits donc liquides. Et on a une partie salade sur lequel on développe effectivement de la salade 4e gamme, un certain nombre de produits. Dans cette activité, on a développé d'ailleurs avec Sibeltech, un certain nombre un processus qui est effectivement de la culture en aéroponie de nos serres de salade. Et il est clair que demain, jamais j'irai vendre 1 kilo de salade aux Américains. Par contre, on leur vendra peut-être des serres avec le know-how qu'on aura développé avec nos producteurs, nos transformateurs, etc. Donc, l'entreprise aujourd'hui, je dirais au fil des ans, alors c'est vrai qu'on est une entreprise aujourd'hui dont on parle beaucoup au travers des schémas qu'on fait, que ce soit les schémas de filière, de transformation, etc. Mais moi, je rappelle toujours qu'il y a 20 ans, j'étais au bord du gouffre et qu'il fallait pas qu'on fasse le pas de trop pour pas tomber dedans. Donc, on s'est remis en cause sur un principe qui est de dire il faut être différent des autres. Il faut être différent par les produits, par les emballages, par les façons de les faire. Et puis, derrière, il faut valoriser effectivement le travail. Et comme je le disais tout à l'heure, notre pays est quand même pas un pays qui est favorable à ça. Alors,
dans cette inscription, pourquoi la région centre, elle est effectivement intéressante et elle est facilitateur, et le territoire, il est facilitateur, je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une terre de production. C'est une terre de production agricole. Et moi, j'en ai marre de manger du poulet brésilien alors qu'il y a du grain à 15 km de chez moi, qui est produit en très grande quantité, que d'ailleurs on exporte au travers de ça. Donc, je pense qu'il y a un moment des réflexions qu'il faut qu'on avoir. On a, je pense, des producteurs qui ont évolué. Ils n'ont pas toujours été comme ça. La PAC a fait beaucoup de mal dans notre région. Elle a fait du mal parce qu'elle a détruit la production laitière, mais elle a fait du mal aussi parce qu'elle a mis un certain nombre de personnes sur des certitudes que l'avenir, c'était la production de céréales et de betteraves. Bon, tout ça, ça a explosé en vol. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles opportunités qui se sont fait jour, sur lesquelles les gens n'étaient pas forcément réceptifs au départ. Je pense par exemple à du sucre bio, je pense à d'autres productions, de l'épeautre, du quinoa, du soja, des productions dont aujourd'hui on en a besoin pour effectivement rentrer dans ces grands schémas en termes d'évolution. Et je pense que ce qui est important dans ces schémas, c'est que pendant trop longtemps, on a créé des filières qui finalement étaient des filières qui étaient un peu les sous-produits des filières traditionnelles. Aujourd'hui, il faut créer des véritables filières. Je pense par exemple à ce qu'on fait sur le soja, mais il y a d'autres métiers aujourd'hui qui peuvent très bien être donnés, qui soient les filières d'excellence en fait finalement par rapport à ça, que nous derrière on va utiliser en filière alimentaire. Et je pense que pour prendre toute la Beauce ou le Berry, etc., tout ce qui peut être fait, ces terres de grande culture, c'est des terres qui sont extrêmement propices à des évolutions aussi de transition agricole et agroalimentaire, comme par exemple le bio. Je vois pas pourquoi on ferait pas du bio en Beauce, je vois pas pourquoi on ferait pas du bio dans le Berry, etc. Par contre, c'est vrai qu'en Sologne, c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont défendus. Donc, premièrement, c'est une terre de production. Deuxièmement, c'est une terre centrale. C'est une terre centrale, effectivement, dans laquelle on arrive, et je pense que demain, ce sera un des véritables sujets, la logistique, le transport sera effectivement pesant. Troisièmement, c'est une terre, je dirais, de volonté et d'envie. On est à la fois loin de tout et près de tout, et je pense qu'on a su créer au travers de cette région des écosystèmes. Je pense à ce qui s'est passé au labo, je pense à un certain nombre d'opportunités qu'il peut y avoir, de réseaux, avec ce que fait par exemple l'AREA en fédérant toutes les entreprises de l'agroalimentaire et ce lien avec le monde agricole. C'est bien sûr pas abouti, mais c'est quelque chose qui crée une dynamique de gens qui ont envie de faire ensemble. Et comme moi, je suis convaincu qu'on est rentré dans l'ère du monde du collectif et du collaboratif, on a un terreau qui est propice aujourd'hui à créer toutes ces dynamiques qui sont non pas un fonctionnement dans lequel on défend finalement notre précaré, mais on travaille tous ensemble avec des pôles d'excellence, etc., dans des domaines qui peuvent être complètement différents au travers de ça. Et on a cette ressource-là. Après, à nous aussi de donner envie à un certain nombre d'entreprises de venir. Et quand je dis donner envie, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je crois beaucoup que l'évolution qu'on nous incite à prendre, qui est cette transformation agricole, agroalimentaire, écologique, etc. N'oublions pas le mot transition, qui est quand même extrêmement important et qu'on oublie un petit peu trop, à mon avis. Eh bien, si on arrive à créer ces écosystèmes dynamiques, on arrivera à faire venir des startups qui, là, vont travailler sur des domaines très particuliers. Et les technologies sont des choses qui vont nous faire avancer de façon considérable dans les années à venir. Les technologies et les jeunes qui nous font réfléchir effectivement différents. Et à ce moment-là, on crée des pôles d'excellence qui nous permettent le développement. Aujourd'hui, je trouve que, je pense, pour y participer, que la région est très dynamique sur ces axes-là. On voit qu'on a un véritable écho. On a eu ces débats avec François Bonneau de nombreuses fois où en fait dire mais comment se fait-il qu'on a une terre agricole et qu'on n'a pas de transformation agricole? Eh bien, c'est à nous aussi de l'inciter et c'est à nous aussi de travailler, j'en terminerai par là, sur 3 points qui me paraissent majeurs vis-à-vis du monde agricole. Il faut des prix rémunérateurs de la production agricole. Il faut leur donner des perspectives. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui on veut ça et demain on fera ça. Et ça, c'est ce qu'on manque cruellement aujourd'hui dans notre pays et plus que dans notre région, parce que notre région finalement va établir ça. Et troisièmement, on doit faire travailler les gens dans des plans de progrès. Et je pense que si on arrive à faire ça, non seulement on gardera de la production agricole dans notre pays, ensuite, notre territoire de la région centre est un territoire qui est extrêmement propice à ça. Et derrière, on fera revenir effectivement des entreprises agroalimentaires pour faire développer le plan de relance tel qu'il est établi là. On n'a pas soigné le mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de décréter le plan de relance. Il faut mettre les gens dans des conditions où effectivement, économiquement, ils ont une viabilité à le faire dans notre pays et dans notre région. Merci Emmanuel pour ces propos. Donc, j'ai bien noté notamment sur les aspects d'avantage du territoire, notamment sur la centralité, la logistique, la diversité et puis un peu l'écosystème donc qui s'est mis en place au fil du temps.
Je voulais un peu faire réagir aussi donc François Roche-Bayard hein, par rapport à ces éléments-là. Donc vous avez été effectivement directeur industriel de Saint-Michel, hein, donc à Contres en Loir-et-Cher, et puis directeur général de Michel et Augustin. En quoi ces trois éléments, hein, là s'affiche hein, effectivement la richesse de la diversité agricole, hein, donc au sein de notre région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus hein, sur votre, je dirais, sur votre connaissance de cette diversité et sur tous les atouts que ça peut apporter donc pour un investisseur qui soit start-up ou industriel de l'agroalimentaire? Je vais essayer de compléter le propos d'Emmanuel qui était déjà bien nourri. Moi, je me souviens de toutes les interactions qui étaient mises en place chez Saint-Michel, notamment sur deux matières premières qui sont essentielles, qui sont la farine et qui sont le sucre, qui sont des matières premières largement produites dans la région, mais aussi les emballages, mais aussi la logistique. Donc, j'ai plus le chiffre en tête et je pense que plus de la moitié des matières premières et des emballages venaient de la région centre. Donc, c'est qu'on trouve quand même à la fois de la qualité, de la compétitivité et aussi de la proximité. Donc, ça c'est un fait existant. Pour compléter, je crois que notre région, elle nous renvoie aussi au patrimoine. Alors, il y a beaucoup de régions qui sont riches en France, mais la région centre est probablement une de celles qui exprime le mieux cette notion. Et j'y verrai plusieurs aspects. D'abord, on a la chance d'avoir de belles entreprises familiales, patrimoniales. Alors, moi, j'ai absolument rien contre les grands groupes, mais effectivement, le grand-père d'Emmanuel était déjà sur place, son père aussi, et probablement la suite. Et je pense qu'au travers de la famille et de l'établissement de ces belles entreprises familiales que sont LSDH, Saint-Michel, Monin, Andros et d'autres, je trouve qu'on a cette notion de patrimoine évidemment renforcée par tout le patrimoine historique et culturel. Et j'aime beaucoup aussi ce qui est fait à Tours avec l'IEHCA, donc qui était mentionné dans les partenaires, donc qui est l'Institut européen de l'histoire et des cultures alimentaires, qui nous renvoie aussi à toute cette dimension patrimoniale, parce que le patrimoine, c'est, de mon point de vue, le pied d'appui et l'assise pour inventer demain. Donc, je crois que cette région, elle bénéficie de ça. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'expérience Michel Augustin m'a montré l'expérience d'une start-up qui n'en est plus vraiment une, mais en tous les cas d'une aventure autour du sujet de la sous-traitance et de l'outil industriel. Et je trouve que notre région, par sa proximité à Paris, permet quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'avoir le pied à Paris et le pied et les deux mains en région centre. Et je crois que ça, c'est très important par rapport à la transition alimentaire, c'est que demain, la transition alimentaire se fera probablement par une multiplicité de petits projets qui vont devenir plus ou moins grands, mais qui vont reconquérir tous ces territoires. Et je trouve que là, la région centre, par sa proximité à Paris, parce qu'il faut bien dire que c'est surtout sur Paris, pour l'instant, que les modifications de tendance sont les plus fortes, portées par une génération qui est très active, hein, fameuse génération des Y. Donc, voilà, cette proximité de Paris est très, pour moi, très importante. Et puis, le dernier point, voilà, il y a des appuis. Et les appuis, on en a parlé tout à l'heure au niveau patrimonial, évidemment, mais moi, j'habite un petit village qui s'appelle Contres, dans lequel
existe un Food Val-de-Loire qui est un super petit cluster non pas de Covid, mais d'entreprises et tourné vers l'alimentaire. Et on sent qu'il y a quand même une volonté voilà, politique dans l'ensemble de la région, à commencer par son président, mais dans toutes les déclinaisons pour développer et accueillir des entreprises qui ont envie de fabriquer, je pense, des produits de qualité. Merci François. Donc, on parlait de start-up, hein, donc ça m'invite à passer la parole à David Hermange. Hein, donc, tu es cofondateur hein, d'une jeune société en plein développement qui s'appelle Néo Gourmet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours, hein, donc en région, hein, donc et de présenter hein, les différents éléments hein, donc de l'entreprise Néo Gourmet, et puis comment en définitive hein, le cadre régional a permis t'a permis de faire en sorte que Néo Gourmet maintenant marche de mieux en mieux, hein, se distribue de plus en plus. Peux-tu nous témoigner de ce parcours et puis de ton entreprise, bonnement, quoi. Écoute, alors en deux mots, je vais certainement faire un petit peu de répétition par rapport à ce qui s'est dit précédemment. Alors moi, très brièvement, je suis diplômé d'une école de commerce et j'ai toujours travaillé dans le domaine commercial. Je suis dans la région seulement depuis 10 ans, donc en Touraine, et j'ai pu donc tisser un réseau assez facilement dans le domaine commercial, puisque j'ai toujours œuvré dans ce domaine-là. Je considère, on dirait, cette région comme une terre d'accueil dans laquelle le business d'une manière générale se développe vraiment bien et se passe bien. Dès le début de notre projet avec mon épouse, quand on a eu l'idée de créer l'entreprise, évidemment, c'était l'installation, où est-ce qu'on s'installe. Et c'était évident d'être dans cette région pour les raisons que je viens d'évoquer. Déjà, le business se passe bien, les réseaux fonctionnent bien. Vous parliez tout à l'heure de l'AREA, Food Val-de-Loire également. Je trouve que les élus portent également le développement. Ça, c'est vraiment important à l'image de notre président Bonneau. Des actions concrètes sont menées hein, sur le terrain au travers des différentes organisations hein, qu'on peut retrouver, l'AREA, Food Val-de-Loire, etc. Je trouve que c'est vraiment une belle terre d'accueil. Il y a différentes choses, on en reparlera certainement en détail par la suite, mais par exemple, la marque c'est du centre, donc ça c'est des dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir valoriser les produits locaux. Ça je trouve que en tout cas c'est une super chose qui a été mise en place. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Je trouve que c'est une belle terre d'accueil. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots hein, il y avait un défi un peu technologique hein, donc je dirais dans les recettes hein, de vos produits. On va pas vous demander les secrets de fabrication, mais qu'est-ce que vous avez pu trouver dans votre environnement en matière, je dirais en matière d'accompagnement pour réaliser effectivement les aspects de composition de vos produits, la mise en œuvre vraiment de cette innovation? Alors, il est vrai qu'au tout départ, quand nous avons démarré, alors on a été très épaulé par la région. On a été très épaulé par également, alors Food Val-de-Loire également nous a accompagnés au début. Alors il y a plusieurs volets dans l'accompagnement de Food Val-de-Loire, mais c'est surtout dans la mise en relation avec d'autres entreprises pour y trouver le sourcing, etc. Ça, c'est des éléments qui ont été vraiment importants pour nous. Voilà. Après, dans l'innovation, dans le recettage, évidemment, je ne peux pas communiquer les recettes, mais par contre, on a la chance au sein de nos équipes d'avoir les compétences en interne pour justement nous accompagner sur ces volets-là. Et puis, on est suivi également par le chef Thierry Marx qui nous accompagne justement, dont la région est très chère pour lui notamment, nous accompagne justement sur ce volet R&D très, très, très important pour nous et innovant pour nous. Merci de ces éléments. On reviendra sur votre parcours un peu plus
peu plus en détail tout à l'heure. S'affiche là à l'écran, hein, donc vous avez pu le voir, hein, donc c'est un peu ces trois expressions, hein, donc à la fois de proximité, d'authenticité, de durabilité, hein, donc pour le territoire. Hein, on a évoqué effectivement la marque C'est du Centre. Hein, c'est maintenant plus de 900 produits, hein, qui sont répertoriés, qui sont vraiment un lien entre je dirais, qui est fait, hein, donc entre le territoire, les ressources qui les composent et les transformateurs. Hein, donc avec une certaine exigence de cahier des charges. Hein, donc là, c'est vraiment les trois mots, c'est proximité, authenticité et durabilité, comme je disais. On a évoqué, hein, les outils de patrimoine, hein, parce que on estime qu'en région, ça doit se conjuguer, hein, avec, je dirais, avec cette culture, hein, de l'alimentation. Et enfin, donc, le fait que la région a un grand réseau bio, hein, qui permet, d'une part, hein, le développement des échanges entre consommateurs, agriculteurs et transformateurs, et qui est un lieu de convergence, hein, qui permet d'apporter un certain nombre de ressources, hein, pour l'ensemble du territoire et au-delà. Je vais laisser la parole à Marie-Joseph Lambert. Donc vous êtes directeur de Cybeltech, hein, vous êtes une société spécialisée dans la gestion de la data végétale, hein, pour les cultures, et vous êtes aussi vice-président d'AgreenTech Valley. Donc c'est un cluster technologique, hein, basé à Orléans, hein, qui fait partie de cet écosystème-là. On est plus ce qu'on appelle dans l'AGTech. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire et ce qui vous a poussé à rejoindre ce projet? Vous étiez aussi initiateur de ce projet. Et qu'est-ce qui vous a séduit, je dirais, pour, en définitive, adhérer à cette ambition-là de développement sur Orléans autour d'AgreenTech Valley? Alors tout d'abord, c'est les gros avantages de la région Centre. C'est peut-être une des rares régions en Europe, avec la Crimée, qui présente la plus grande diversité de production végétale. Si on fait bien attention, on est à la limite des frontières du Nord. C'est là qu'on va retrouver les dernières grandes productions de betteraves et de pommes de terre. Et à contrario, c'est là qu'on va trouver les derniers hectares et les dernières parcelles de blé dur. Donc on voit bien l'avantage de la région qui présente, on va dire, à la fois une grande diversité de sols, mais en même temps un climat clément qui permet d'exprimer différentes filières agricoles, les grandes cultures, les cultures maraîchères de plein champ, les cultures maraîchères sous serre, les cultures pérennes à travers l'arboriculture et la vigne, mais c'est aussi un terrain d'application pour les semenciers. C'est aussi une des rares régions où vous verrez toutes les grandes stations des plus grands acteurs des semences mondiaux s'installer. Et là encore, un dernier avantage naturel, c'est la seule région en Europe qui dispose de la plus grande réserve d'eau naturelle. Il ne faut jamais oublier que la nappe de Beauce, c'est 20 fois le lac Léman et ça assurera toujours une pérennité à l'agriculture de la région Centre. Donc ça, c'est des éléments naturels qui nous ont tout de suite attirés. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les nouvelles technologies en agriculture. L'agriculture fera partie, avec la santé et les smart cities, des trois grands secteurs d'innovation dans les 20 ans qui viennent. C'est une étude américaine qui le démontre. C'est un secteur qui va apporter énormément d'innovation. Et ce qui m'attirait aussi dans la démarche, et ça a été un point commun avec un ami de jeunesse qui s'appelait Xavier Belin, c'est de montrer que si on sait attirer les compétences des autres secteurs économiques dans l'agriculture, on va pouvoir faire progresser, ramener de la valeur ajoutée à ce secteur qui a été souvent décrié. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que dans les 15 ingénieurs que j'ai dans mon équipe, à part une personne qui a fait Grignon, toutes les autres personnes qui ont fait Centrale, qui ont fait des grandes écoles d'informatique, de mathématiques et autres, aucune n'aurait pensé un jour travailler dans l'agriculture. Et ça a été un élément clé et c'est un facteur qui a plu énormément à Xavier. Et quand on a parlé de ce sujet-là, où on s'est rencontrés, c'est qu'on était convaincus que si on ramenait des compétences et un pôle de compétences dédié aux nouvelles technologies dans l'agriculture, on pourrait fédérer beaucoup de moyens, d'intelligence et d'idées autour de cet axe-là. Et donc, c'est pour ça qu'on croit énormément à Orléans et à son environnement
pour devenir un pôle d'excellence sur la créativité, l'innovation, la création de valeur. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est la création de valeur et cette attribution de la création de valeur pour l'agriculteur. Et donc, je suis extrêmement confiant et convaincu de l'avenir de l'agriculture demain en France et dans le monde. Merci Marie-Joseph. On reviendra. Hein, donc, vous avez vu là vous voyez une première image d'un certain nombre hein, donc de technoclés. Hein, donc, il y a qui sont bien effectifs hein, sur AgriTech Valley. Dans tous vos propos, hein, on a vu qu'effectivement il y avait une reconnaissance hein, d'une certaine complémentarité hein, dans cet écosystème. Hein, donc, on parle beaucoup hein, maintenant d'une vision qui doit être intégrée, hein, je dirais dans le monde agricole, le monde de l'industrie agroalimentaire et des food tech, et on parle beaucoup hein, donc en ce sens hein, d'une démarche de la fourche à l'assiette. C'est vraiment, je le disais en préalable, hein, c'est vraiment un élément fort hein, de nos écosystèmes. Selon vous, donc Emmanuel Vasnex, hein, quel atout peut avoir cet écosystème hein, pour une start-up hein, qui viendrait s'installer et se développer en Centre-Val de Loire? Vous avez souvent là, vous parlez notamment de l'importance hein, de réfléchir en termes de pôle de compétences, que maintenant une entreprise hein, ne peut pas se développer sans regarder hein, l'amont et l'aval hein, donc de ces activités. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ces propos? Alors, je pense que, tout d'abord, je voudrais réagir un peu à ce qu'a dit M. Lambert. Je partage tout à fait ce qu'il a dit, et je pense qu'il est finalement le meilleur exemple. C'est-à-dire que lui, il a choisi de s'implanter en région centre pour les atouts qu'il a pu donner, et aussi ce qu'il a dit sur la création de valeur. Je pense qu'elle est fondamentale. J'ai cette phrase souvent qui est de dire, avec l'intelligence collective qu'on a aujourd'hui dans ce pays et dans cette région, à 10 ans, on est sûr de gagner. Notre problème, c'est d'y arriver, hein, parce qu'aujourd'hui, on a aussi quelques boulets aux pattes qui, effectivement, nous créent un certain nombre de difficultés. Donc, aujourd'hui, je pense que, d'abord, quand on raisonne, là, on parle beaucoup de la production agricole et la transformation. Moi, je pense qu'il faut parler de l'alimentation. C'est-à-dire que globalement, l'alimentation, c'est d'une part, c'est pas ni de l'agriculture, ni de la transformation, ni de la distribution, c'est tout. C'est-à-dire que c'est de l'amont agricole, c'est-à-dire les traitements aujourd'hui qu'on applique effectivement sur les produits et quelles sont les nouvelles techniques. On voit que aujourd'hui le consommateur a aussi un regard extrêmement critique sur les traitements. Si vous circulez en ce moment, vous voyez que les producteurs maintenant traitent la nuit parce qu'ils veulent plus qu'on les voit, parce qu'ils sont critiqués, etc. Or aujourd'hui, on ne peut pas, l'agriculture bio, on voit bien ses limites, on voit ce qui se passe au niveau climatique, etc. Donc ça veut dire que les technologies vont nous permettre effectivement d'évoluer. Ce qu'on traitait en globalité il y a 15 ans plusieurs fois lors d'une récolte, on va peut-être le traiter plus qu'une ou deux fois, et au lieu de traiter un champ, on va traiter des mètres carrés et peut-être même des plantes de main, parce que les technologies vont nous le permettre au travers de ça. Donc je pense que aujourd'hui, ces écosystèmes, en fait, chacun doit avoir sa place. C'est-à-dire que on est bien sûr sous cet emblème qui est cette transition donc alimentaire, mais qui est aussi écologique, qui est aussi environnementale. Les producteurs sont les sentinelles de l'environnement, donc au travers de ce qui a pu se passer. Et je pense que c'est extrêmement important de travailler avec eux sur cette évolution. Et finalement, les nouvelles technologies, elles vont nous aider à ça. C'est-à-dire qu'elles permettent, moi je ne crois pas dans tout ce qu'on a pu raconter, que c'est la révolution, il y aura un après, un avant Covid, etc. Je le vois aujourd'hui, finalement les choses bien n'ont pas bougé, les choses mal sont restées. Donc je pense que par contre, il n'y a ni une révolution, il n'y a ni une évolution, il y a une accélération des tendances qui sont aujourd'hui dictées par des consommateurs qui sont plus exigeants, par des citoyens qui cherchent à comprendre, etc. par rapport à ça. Et donc les startups, finalement, elles participent à cette accélération. Nous, on est sur des modèles extrêmement classiques au niveau économique de ce qui peut se passer. Donc, ces startups nous amènent en fait finalement des évolutions et nous font réfléchir différemment comme les jeunes. Et derrière, c'est à nous de les accueillir. C'est-à-dire que on parle d'écosystème, bah forcément, c'est un moment d'écouter
pourquoi des gens ont décidé de se consacrer sur tel et tel domaine, pourquoi les évolutions, et comment finalement on peut créer des consortiums qui nous permettent de régler les problèmes donc à la racine pour finalement solutionner des problématiques sans finalement mettre notre pays sous contrainte. Et je crois que c'est ça qui est formidable. Alors moi je travaille pas mal avec certaines startups. D'ailleurs, on en a intégré quelques-unes. Vous savez qu'on est beaucoup sur les techniques d'aéroponie mobile, sur lesquelles on est en train de développer des serres du futur, sur lesquelles on travaille également avec un consortium et également avec des startups. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je peux pas tout faire. C'est que je peux pas être le spécialiste des serres, le spécialiste de la data, le spécialiste du climat, le spécialiste de l'énergie. Donc, je suis bien obligé d'aller chercher toutes ces compétences, de les fédérer. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup finalement de R&D et d'ingénierie, c'est comment on participe au développement pour aller exporter ces technologies soit dans d'autres régions, soit dans notre région et l'aider à développement, et la mettre à disposition pour la vulgariser et la développer au travers de ça. Et donc l'écosystème que l'on crée, dont je pense, nous, plutôt entre guillemets les gros industriels, on a la responsabilité avec les collectivités de fédérer et d'inciter, avec aussi un regard, et ça je crois que c'est très important, que ces sujets-là doivent être économiquement viables. On a commis trop d'erreurs, on en commet encore. Moi, je suis effaré de voir des gens qui lèvent des millions et des millions d'euros sans faire 1 euro de chiffre d'affaires. Moi, je ne crois pas là-dedans. Moi, je pense qu'il faut que les systèmes soient viables. Après, ils peuvent être raisonnés, moyen, long terme, investissement, etc. C'est tout à fait normal, mais on doit veiller à la rentabilité économique parce que si on n'est pas rentable économiquement, de toute façon, à un moment ou à un autre, on sera dépassé. Par contre, quand on arrive à inclure ça dans cet écosystème, on a quelque chose qui est dynamique. Bon, de temps en temps, il faut mettre un peu nos égos de côté parce que ça crée effectivement des disparités et puis ça crée effectivement des problématiques alors que ça n'a pas lieu d'être finalement. Il faut rester sur l'objectif et on le voit très très bien. Et ce qui est, pour finir, ce que je trouvais extraordinaire dans cet écosystème, c'est quand on donne, comme l'a dit Monsieur Lambert, on crée de la valeur et qu'on redonne finalement de la valorisation. Nos producteurs, ils repartent immédiatement. Moi, je le vis dans le lait. Vous savez qu'on est à l'origine de ces kills patrons, de filières dans lesquelles on paye, nous, le lait le plus cher de France et on est sûrement celui qui le valorise le mieux. Donc, ça veut dire que c'est pas antagoniste. Donc, ça veut dire que et quand vous redonnez ces quelques centimes, eh bien, vous voyez que les gens, ils repartent. C'est-à-dire qu'ils vous parlent de trackers solaires, ils vous parlent de haies, ils vous parlent de culture sous couvert, ils vous parlent de réduire les quantités d'intrants. Mais sauf qu'à un moment, quand il y a des contraintes, il faut aussi accepter qu'on paye nos produits à une juste valeur. Et le drame, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on veut plus de toutes les contraintes qu'on a au niveau du monde agricole, etc. Mais on ne veut pas non plus payer les évolutions de qualité et d'ailleurs, ces évolutions qui sont aussi souvent liées aux problématiques qu'on peut générer, liées à ce que je disais tout à l'heure, la fiscalité, etc. Donc, il y a un moment, il faut faire un arbitrage. Soit on veut une agriculture subventionnée, et dans ce cas-là, on continue à faire comme ça, et ça disparaîtra, et je redis que le monde agricole est en très grand danger. Soit on veut payer normalement une agriculture qu'elle devienne pilier et pionnière pour ce qui va se passer demain dans d'autres pays, et dans ce cas-là, je peux vous garantir qu'on a aujourd'hui les écosystèmes qui permettent ça, et je rejoins ce que disait François, c'est qu'il faut faire une grosse différence entre les entrepreneurs dans la région. Et les entrepreneurs, ils sont agricoles, ils sont start-up, ils sont industriels comme nous le sommes, et les gens qui viennent finalement pour utiliser la France comme une terre de commerce. Et ceux-là, ils n'ont pas la même vocation. Ceux-là, ils ont une vocation à faire du business et de l'argent, alors que nous, on a une vocation à développer les territoires. Donc, il faut faire confiance effectivement dans ces gens qui sont aujourd'hui développés, et c'est à nous de les accompagner, de les mettre devant la réalité. Je pense que là-dessus, on a des rôles à jouer. Vous avez souligné, donc, dans ce que vous venez de dire aussi, l'importance des connexions qu'il y a entre l'amont et l'aval, que tout le monde se parle, effectivement, autour je dirais d'un avenir commun. Il y a un certain nombre je dirais, d'initiatives en région et une plus particulièrement l'Open Agri-Food. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots, je dirais, de cette initiative qui est là en définitive pour que les gens se parlent entre eux, d'une part, et qu'il y ait une sensibilisation un peu commune sur les grands enjeux qui vont, que ce soit autour d'aspects technologiques ou de préservation ou de durabilité, quoi. Alors, donc l'Open Agri-Food, Monsieur Lambert, Xavier était aussi un excellent ami, et on a créé donc sous l'impulsion de Florence Duprat et avec Xavier Belin l'Open Agri-Food, qui effectivement avait ce rôle-là, Monsieur Lyonnais, c'était de mettre les gens sous un même toit pour qu'ils puissent dialoguer et arrêter d'être sans arrêt effectivement dans la défiance
et travaillons plus dans la confiance. Donc, on a fait ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a fait un plan de filière, c'est-à-dire qu'on a regardé quel était l'état des filières dans notre pays. Ensuite, on a proposé des plans de différenciation. Ensuite, on s'est confronté, en fait, finalement, aux citoyens, aux consommateurs. Et là, on s'est rendu compte de l'écart qui existait entre ce que nous, on défendait et finalement ce qui était la perception du consommateur et du citoyen. Et ça reste vrai. Par contre, ce qui n'est pas vrai, c'est là où on veut nous emmener. On veut nous emmener dans l'immédiateté. On parle beaucoup de transition écologique, agronomique, etc. Sauf qu'on nous dit qu'il faut faire ça en 24 heures. Je suis désolé, les technologies, tout ça, il y en a qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et le consommateur n'attend pas ça. Le consommateur, il dit 3 choses. Il dit soyez transparent, expliquez-nous les choses telles qu'elles sont. Soyez cohérent, arrêtez le washing. Et deuxièmement, expliquez-nous les plans de progrès et comment vous allez y arriver. Et aujourd'hui, je le vis, mais au quotidien, au travers de ça. Et là, on est en train de franchir une étape, puisque moi, je réclame et je pleure depuis des années un véritable plan Marshall pour l'agriculture française, qu'on arrête de nous emmener sur des chemins et après nous dire non, finalement, on va peut-être faire autrement, etc. C'est pas possible. C'est trop lourd pour les producteurs, les industriels, les gens qui travaillent au travers de ça. Donc, traçons un véritable plan Marshall de l'alimentation dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce fameux plan qu'on est en train de proposer 2022-2027 au présidentiable, qui est issu finalement de l'intelligence collective qui a été développée au travers des plans de relance dans l'agroalimentaire et dans l'agroalimentaire et l'agriculture. On a pris toutes les bonnes idées qu'il y avait, on les a finalement consolidées, et puis on est venu les confronter, et maintenant on va les expliquer à chacun des présidentiables, peu importe lesquels, parce que je pense qu'il faut aussi diffuser à tout le monde, que tout le monde comprenne l'enjeu de ce qui est en train de se jouer au niveau de notre agriculture et de notre alimentation. Et dans ces grands projets phares, il y a AgriFood qui est l'éducation alimentaire. Je crois que François, on va en parler un petit peu après. On a aussi comment on crée les états généraux de l'alimentation annuels, qui est un plan sur nos filières. Comment on travaille finalement à recréer ce lien au travers des aliments engagés entre les consommateurs et les industriels pour parler des vrais sujets. Et il y en a beaucoup qui arrivent, l'eau, la réforme de la PAC, le consommer local, etc. Voilà, c'est cette dynamique-là qu'on emmène. Et je dois dire qu'au bout de 8 ans, puisqu'on a démarré ça en 2014, eh bien, on a de plus en plus d'aura et on devient vraiment l'élément central, y compris d'ailleurs le gouvernement nous a repérés parce qu'il dit, ben oui, c'est quand même incroyable de voir que des gens qui, de prime abord, sont opposés, arrivent à se mettre sous un même toit et arrivent à dialoguer. Et il est bien là l'enjeu. Tant qu'on sera dans l'opposition, on ne s'en sortira pas. Et tous ces gens qui essayent de faire les choses par silo, c'est une erreur magistrale. Il faut le faire tous ensemble. Parce que quand vous êtes tous ensemble, que vous débattez, que vous trouvez un consensus, eh bien, vous n'avez personne qui vient s'opposer au consensus. Par contre, quand vous faites votre truc dans votre coin, votre voisin, il veut forcément faire l'inverse. Donc, c'est ça aussi l'écosystème. C'est comment on arrive à se parler de nos contraintes et des choses. Et je trouve que ce territoire, il est formidable pour ça, parce qu'on arrive à faire effectivement ces débats-là. Merci Emmanuel. Quand on parle là, de la fourche à l'assiette, je sais que François Roche-Bayard a une autre expression. Hein, il utilise plutôt de la terre à la table, voilà. Surtout parce que on se rend compte que je dirais dans les briques qu'on amène pour faire des produits qui vont avoir un véritable écho par rapport aux tendances des consommateurs, on oublie parfois l'aspect d'éducation, on va dire, d'éducation au goût et notamment aussi par rapport à l'aspect patrimonial, donc de l'alimentation. François, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur des initiatives qui sont également lancées en région en ce sens, quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, on est, si on se met dans ce mot que j'ai déjà entendu, qui est la ferme France, et quand on parle de la ferme France, on ne parle pas juste de l'aspect agricole, mais on parle bien de tout cet ensemble que décrivait Emmanuel, mais aussi Marie-Joseph tout à l'heure, sur voilà, notre terre, avec le sens, vraiment le sol pédologique de la chose, mais aussi notre terre, notre planète, et tout ce monde qui part de cette terre pour aller, pour produire, pour transformer, pour distribuer aussi, et puis pour consommer. Je pense que ce monde, il a besoin donc d'éducation, c'est-à-dire que production, transformation, distribution, consommation, c'est probablement un peu
un peu léger par rapport aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Et je crois que si on est capable d'élever la confiance et aussi la conscience des générations qui sont celles de demain, je crois que, alors là, c'est peut-être pas à 10 ans, Emmanuel, c'est peut-être à 20 ans, mais c'est absolument nécessaire de faire ça. Et une fois de plus, pour moi, je crois qu'il faut voir ça très, 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 très globalement. Et la Terre est le point de départ. Et effectivement, je préfère la table à l'assiette parce que la table nous renvoie à quelque chose qui est très social, qui est très axé autour de la convivialité, dans le rapport de l'autre avec l'autre, dans l'échange, dans le partage, dans la fierté à servir, dans toutes ces choses qui sont, à mon avis, aussi issues du patrimoine français. Et effectivement, pour moi, cette ferme France, elle fonctionnera si on est capable de balayer toutes ces problématiques, parce que si on hypertrophie ou si on atrophie un des aspects, et on sait que ça n'est pas durable. Donc, c'est dans cet équilibre, cette harmonie sur toute la chaîne qui va du sol jusqu'à la table qu'il faut qu'on travaille. Moi, je suis convaincu que, et comme tout, il faut probablement les deux, c'est-à-dire qu'il faut des soutiens politiques forts, mais les soutiens politiques, ils ont tellement de sujets à traiter qu'on les aura quand on aura montré que les choses vont mieux et que ça marche mieux. Et je crois beaucoup à la région dont vous avez compris que je ne suis pas originaire vu mon accent, mais j'aime beaucoup cette région par cette proximité de la nature, la proximité des choses. Elle est au cœur, elle est au centre. C'est très symbolique. Et donc, moi, je crois beaucoup que les exemples vont venir d'en bas, et c'est pour ça que, après quand même une bonne carrière dans l'alimentaire, dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, j'ai décidé de m'occuper d'un projet éducatif. Et ce projet éducatif, il est autour de l'éducation à l'alimentation, donc dans un petit village qui s'appelle Pont-le-Voix. Et je pense que c'est une brique complémentaire qui va venir renforcer ce qui est mis en place. Et l'objectif, ce n'est pas de faire différent, mais c'est de venir accompagner, complémenter, renforcer ce qui existe. Je crois vraiment que c'est ça qu'il faut que l'on porte, et qu'on soit fier de ce patrimoine extraordinaire que la région nous a légué, et qu'on doit rendre le plus joli possible, peut-être pas à la génération tout de suite, mais à celle qui suit en tous les cas. Merci François. Vous venez de parler de briques, qui étaient nécessaires un peu dans cet écosystème, qui, comme vous avez pu le percevoir, donc en région, mais beaucoup l'accent sur le dialogue, sur les complémentarités entre les acteurs. Si je reviens sur ce terme de briques, donc je voulais m'adresser à Marie-Joseph Lambert pour qu'il puisse nous décrire un peu, de façon un peu synthétique, quelles sont les ressources qu'on peut retrouver, notamment dans AgriTech Valley. Il faut savoir qu'AgriTech Valley aussi est connecté à un certain nombre donc aussi d'autres pôles, donc notamment des pôles de compétitivité en région, comme VGPolis ou Pôle Dream, sur la ressource en eau. Et donc, quel est l'apport d'AgriTech Valley, donc en matière on parle notamment de lieux de test et d'accueil, de connexion entre acteurs, et puis aussi cette capacité à aller adresser des univers technologiques très différents. Je ne sais pas si Marie-Joseph Lambert m'entend. Peut-être un souci de connexion. Ah,
je vais passer peut-être la parole à David Hermange, hein, s'il est connecté de son côté. Oui, David. Donc, on essaiera de reprendre effectivement avec Marie-Joseph Lambert tout à l'heure. Hein, donc, en marge de ce webinaire, hein, vous avez fait un interview récemment, hein, donc où vous témoignez, hein, donc de l'écosystème régional, hein, avec 3 mots. Je vous en remercie. Hein, vous disiez compétent, proche et réactif et favorisant une mise en réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, hein, sur ce qui se cache derrière ces mots par rapport au parcours que vous avez pu avoir? Et si vous pouvez réactiver votre micro. Pardon. Ça va revenir. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je dirais, ah oui, alors, en fait, les mots parlent d'eux-mêmes. Pour parler de notre expérience, donc on est une jeune entreprise, une jeune start-up. À nos débuts, dès la création, nous avons sollicité la région et nous avons bénéficié d'aide au lancement de par la région. Nous continuons pardon, notre développement et une dernière aide en date consiste c'est une aide au développement international puisqu'on est sur un volet international qui, dans le cadre de notre développement. Cette aide, elle n'est pas que financière, il y a aussi des aides de mise en relation de business, hein, clairement. Quand on parle d'écosystème global, nous, on vient aussi, pour parler de mon expérience, on vient de finaliser notre première levée de fonds d'amorçage. Donc, je dirais que ça fait partie pour moi de l'écosystème, c'est-à-dire que dans le cadre de notre levée de fonds, on avait les business angels qui ont été très réactifs. Je trouve qu'il y a une très belle écoute dans l'ensemble des réseaux, hein, dans l'ensemble de tout cet écosystème. À chaque étape du projet, quel qu'il soit, on est accompagné, on est conseillé et surtout on a surtout l'écoute. Je trouve et je pense que c'est important en période de création. On est quand même entrepreneur, on est souvent seul, surtout quand on est une start-up. Et le fait d'avoir cette écoute, ça donne confiance. Et ça donne confiance et ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'avancer. Autant les compétences, je pense que dans n'importe quelle région, on peut les trouver. Mais par contre, la notion de proximité d'écoute, la certitude, c'est qu'on l'a en région centre. Voilà. Merci pour ces éléments. Il y a juste peut-être par rapport à ça, un autre interview, hein, qui a été mené par une société, hein, qui est proche de chez vous, à savoir la société Amaltup, hein, donc qui développe un des produits de snacking, hein, qui s'appelle Sauchèvre, hein, disait aux journalistes que ici on est plus qu'un numéro de dossier. Est-ce que vous partagez je dirais ces propos? Alors, je vais partager complètement ces propos et je vais même dire que on a même le sentiment de ne pas être un dossier. Voilà, on est avant tout un projet et les personnes croient. Voilà, nous, dans notre situation, on a la chance d'avoir des personnes qui croient en ce projet et qui nous accompagnent à tout niveau. Et cet écosystème global, cet accompagnement, y compris dans les réseaux type AREA, M. Vastnex en parlait tout à l'heure, on a cette association où le partage d'expérience, les petites entreprises peuvent parler aux grandes, il peut y avoir vraiment sur différents sujets, on peut être conseillé, on peut être accompagné. Et je parle notamment aussi de Full Val-de-Loire pour lesquels peut apporter une grande aide, notamment dans le développement des entreprises. Merci David. Donc, on a un peu parlé là de parcours, hein. Vous êtes effectivement une start-up de la food tech. Je voulais revenir là donc auprès d'Emmanuel Vastnex, hein, pour de par son parcours, hein, je vois que Monsieur Lambert, je vous reprendrai tout à l'heure, hein, si vous êtes d'accord dans le fil. Je voulais poser la question là donc à Emmanuel Vastnex, hein, avec son retour d'expérience. Hein. Vous rencontrez des startups, hein, donc vous avez investi dans un certain nombre de startups. Quels seraient vraiment les conseils essentiels, hein, que vous pourriez apporter à des startups en matière de développement et surtout parfois en matière de gestion de croissance? Alors, je pense que en matière les conseils que je peux donner, c'est
c'est d'une part de voir du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rencontrer des personnes, il faut créer les réseaux, il faut susciter l'envie. On est tous très pris par notre quotidien, etc. Il faut pas qu'ils aient peur, effectivement, de nous bouleverser en fait la tête. Et pour ça, faut oser. En fait, alors je sais que c'est pas toujours simple parce que derrière il y a un certain nombre d'écrans qui peuvent se faire, mais je pense qu'il y a quand même un nombre d'occasions qui peut être créé, qui peut faire que ça peut être effectivement facilitateur. Ensuite, bon, c'est déjà fait. Donc, quand on voit ce qui par exemple se passe au niveau du labo, c'est finalement il y a beaucoup de choses qui se passent par des réunions telles qu'on a, mais il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que globalement, il faut pas avoir peur de rentrer effectivement dans un consortium. Et puis ensuite, moi j'ai toujours les startups ont des fois ont des gros avantages, des grosses qualités en termes d'idées, parce que souvent c'est des gens qui ont une tête effectivement très bien faite et qui travaillent sur un sujet particulier, qui bossent. Bon, je pense qu'il faut garder beaucoup d'humilité parce que et être à l'écoute. Et moi j'ai trop vu des gens qui me disaient finalement nous voilà notre solution, c'est la solution, etc. Je pense qu'il ne faut pas être comme ça. Il faut dire on participe en fait finalement à un projet et on va écouter et on va co-construire. Moi, je peux témoigner par exemple de ce qu'on a fait avec Sibeltech et j'ai jamais rencontré Monsieur Lambert de visu, on se verra, mais je sais qu'on travaille ensemble. C'est l'exemple en fait même, c'est-à-dire que globalement, nous on n'a pas du tout la compétence de la data dans ce domaine effectivement végétal. Par contre, on sait très bien où on veut aller par rapport à nos objectifs sur ce qu'on fait au niveau des serres et on co-construit. Et on construit en écoutant, en tirant des bords, en disant tiens, pourquoi ils nous disent ça, etc. Donc je pense que ce côté humilité et ce côté écoute, il est important parce que c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on réussit à être un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui structure son entreprise, qui la gère avec des problématiques financières. Vous voyez, en ce moment, il y a des tas de projets qui se montent. Hein. Vous avez Agricool, Infarm, etc. Moi, je suis effaré des sommes qui sont levées. Par rapport à ça, j'espère que c'est géré correctement parce que ça va faire des plantades phénoménales si jamais c'est pas effectivement suivi. Donc, voilà, et nous, je pense que c'est ce qu'on peut apporter avec une vision, et ça, je m'adresse aux autres chefs d'entreprise. Il ne faut pas avoir une vision de bouffer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il faut avoir une vision de construire avec eux. Si on a une vision en disant, on va prendre une start-up pour les faire bosser, puis au bout du compte, comme ils vont pas avoir les moyens, on va effectivement les intégrer, les prendre, ça marchera pas. C'est-à-dire qu'en fait, et moi, là, je suis encore en train de faire une opération. Voilà, j'ai dit aux gens, non, vous restez à 51, vous faites votre truc, vous développez, nous on vous amène le réseau, la connaissance, etc. Donc au travers de ça. Et dernier point, et là c'est plutôt alors, la région est là aussi assez porteuse de solutions. C'est le financement. Et je pense qu'il faut que, je ne sais pas si M. Martignon est là au niveau de la BPI, il faut que la BPI et il faut que les banques aient un véritable appui sur le soutien parce que une start-up, ça n'a pas de moyens de départ, ça peut avoir des idées et il faut qu'on les appuie et qu'on les aide. Nous, on doit être les garants, en fait, finalement, que le projet il a du sens et qu'économiquement, à un moment ou à un autre, il peut être viable. Je pense que c'est ce qu'on peut apporter par notre vision un peu de chef d'entreprise. Mais après, il faut les aider. Et bien sûr, c'est prendre des risques. Et bien sûr, on n'arrivera pas à tout régler. Mais cette notion du risque, si déjà ils ont la préoccupation de lancer leurs idées, etc., et qu'en plus, ils passent leur temps à trouver des financements, on n'y arrivera pas, quoi. Donc très clairement, nous, on doit un peu mêler tout ça, c'était ces réseaux, ces connaissances, ce développement, accéder pourquoi il y a de l'intérêt à accéder et faire accéder à des financements qui soient possibles sans les plomber, leur laisser finalement garder la majorité dans leurs organisations, parce que c'est bien normal qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils fassent et puis qu'ils en tirent un profit, et qu'eux, de l'autre côté, gardent aussi beaucoup d'écoute et d'humilité par rapport au travail qu'on a pu faire, mais qui est peut-être un peu plus traditionnel. Merci pour ces différents conseils. François Rochebayard, quand vous avez eu, vous avez été chez Michel Augustin et puis aussi chez Saint-Michel, quand on préparait ce webinaire, vous me disiez que souvent, effectivement, pour que des startups se développent, il ne faut pas qu'elles n'oublient un point très important, c'est la qualité du produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour vous, c'est une sorte de pierre angulaire, je dirais, d'une bonne croissance de l'entreprise? Oui, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel,
Une start-up, ça part souvent d'une idée, d'une conviction première. Et comme disait Nietzsche, toute idée est mauvaise à moins qu'on ne la mette en œuvre. Et je crois que cette idée, elle doit se traduire, elle se traduit par une proposition qui va sur le marché. Et que de manière traditionnelle, le consommateur, pourquoi il va adhérer à cette idée? Il va adhérer à cette idée parce que c'est meilleur, parce que c'est moins cher, ou parce que c'est plus vertueux, ou parce que c'est les trois. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la notion de qualité du fait du produit me semble essentiel. Et effectivement, les startups, souvent, parce qu'au début, c'est un démarrage et parce qu'il y a toujours un delta énorme entre ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Moi, j'ai passé mon CAP pâtissier il y a 2 ans. J'ai vu la difficulté à faire des jolis choux à la crème que je trouve très bons chez mon pâtissier. Et pourtant, c'est simple de faire des choux à la crème. Hein. Et quand vous avez ça en main, ça vous renvoie à la difficulté du geste, au savoir-faire, à l'humilité, à toutes ces notions qui sont essentielles. Et je crois que de temps en temps, les startups, parce que c'est compliqué, parce que des fois, elles ne maîtrisent pas l'outil industriel, des fois, il y a des structures légères et que la notion de la qualité, elle prend racine dans le temps, elle prend racine dans le savoir-faire, dans l'expérience, dans je fais, je refais encore et je refais encore souvent. Et que, évidemment, c'est difficilement compatible avec la start-up qui est dans un rythme complètement différent. Et donc, voilà, je crois que c'est capital. Et si j'ai un message de fond à dire, c'est ne soyez jamais laxiste, ne soyez jamais en compromis avec la réalité de votre produit, parce que c'est votre seul atout pendant la période qui est la plus difficile, c'est la période où ça se développe et que de temps en temps, on peut faire des erreurs et alors que l'idée est bonne. Donc, soyons très concrets, très terriens là-dessus. Je crois que c'est important. Voilà. Merci François. Je crois qu'on a pu récupérer Marie-Joseph Lambert. Hein, pour rebondir, hein, là, on a évoqué, il y a eu des éléments sur ces aspects de qualité, hein, sur ces aspects de connexion, hein, donc d'écoute, hein, que doivent avoir des startups. On sait beaucoup, notamment dans les activités à forte intensité technologique, certaines technologies ont souvent un peu de difficulté à trouver leur marché, à ce que les utilisateurs se les approprient, en définitive. Je crois que c'est un des enjeux, hein, d'AgreenTech Valley, hein, autour de la diversité des technologies qui doivent être utilisées, qui doivent rencontrer, je dirais, leur utilisateur, comme on le dit on dit souvent dans le time to market. Quel est selon vous, quel conseil vous pourriez apporter à une start-up qui développe ces technologies et en quoi AgreenTech Valley et l'écosystème régional peut apporter des solutions à cela? Alors d'abord, le premier conseil, c'est être créateur de valeur. Si vous n'êtes pas créateur de valeur pour votre client, je ne pense pas que vous soyez sur la bonne voie. Donc, il faut avoir la volonté déjà d'être créateur de valeur, ça j'insiste, et d'aller voir différents utilisateurs. Donc, le marché ne viendra pas forcément à vous, à moins que vous ayez l'idée merveilleuse et là, tout le monde vous attendait. Sinon, il faut aller à la rencontre de ces marchés. Donc, aujourd'hui, nous, on essaye de se développer à l'international, de se développer notamment en Italie, mais on va aussi sur des marchés où personne ne nous attendait, où on est persuadé qu'il y a un besoin. On est aujourd'hui en train de travailler sur le développement des nouvelles technologies en Afrique, de façon à éviter qu'il y ait un gâchis au niveau des productions agricoles
on veut travailler sur, encore une fois, l'augmentation du revenu des agriculteurs. Quand je parle des agriculteurs en Afrique, là, c'est des agriculteurs qui cultivent entre 2 à 5 hectares, à la fois de culture vivrière et de culture, on va dire, marchande. Donc, l'idée, c'est de créer de la valeur aussi bien pour ces petits producteurs, et on s'est donné même un défi, c'est de créer de la valeur et d'amener les nouvelles technologies à la portée d'agriculteurs illettrés. C'est-à-dire que si on fait bien attention, en Afrique, le véritable enjeu, c'est d'éviter la désertification des campagnes. C'est un phénomène qui est en train de toucher toutes les sociétés. Ce qui est malheureux, c'est qu'il faut connaître des périodes comme le Covid pour que les gens reprennent conscience de l'intérêt de revivre dans les campagnes et de recréer des tissus à l'échelle de l'humain. Et c'est un problème qu'on doit éviter au niveau de l'Afrique, de voir des gens exploités, partir vers les agglomérations et ensuite partir vers l'immigration. Je voudrais qu'on soit conscient quand même d'un phénomène sur le chocolat. Le consommateur européen achète son kilo de chocolat 70 €. Il en revient à peine 1 € au producteur. Donc l'enjeu des nouvelles technologies, c'est aussi de faire comprendre, encore une fois, par la compétence, la formation, l'accès à l'innovation, comment on peut répartir la valeur. Et ça, si on n'a pas cette conviction de créer de la valeur, pour moi, en tous les cas, c'est ma conviction. C'est celle que je veux partager avec mes collaborateurs, avec mes clients. C'est ça qui m'anime. Donc, à partir de là, je sais que les marchés, j'irai les trouver et ils viendront à ma rencontre. Maintenant, le rôle d'AgreenTech Valley, c'est de faire comprendre à toutes les filières, à tous les acteurs de la région centre, qu'il va y avoir des innovations qui vont arriver avec différents phénomènes. J'avais parlé du Covid tout à l'heure, on va parler du changement climatique. L'agriculture est par nature un des 3 émetteurs essentiels de gaz à effet de serre au niveau des différentes économies. Aujourd'hui, les 2 grands vecteurs, c'est l'élevage et l'autre, c'est la fertilisation. Là, il y a un enjeu extrêmement important, comment l'agriculture, mais le monde autour, on va dire le monde rural, parce que les forêts ont un enjeu là-dessus, comment on peut relever ce défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de devenir un acteur de la séquestration et du stockage du carbone. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'innovation, c'est la nature qui va nous amener des défis et qu'on devra savoir relever. Ça, c'est un enjeu au niveau d'AgreenTech Valley, de savoir innover pour créer d'autres sources de revenus pour l'agriculteur, de trouver des équilibres, parce que je pense que l'agriculture a un rôle essentiel, c'est de ramener l'humain dans les campagnes. Je ne crois pas à une destinée, et pourtant c'est ce que tous les chiffres nous montrent, que 70% de la population doit se concentrer demain sur 300 mégalopoles au niveau de la planète. Je reste convaincu, j'ai toujours été un optimiste. Alors, il y en a qui diront qu'un optimiste, c'est un pessimiste mal informé, mais en tout cas, je reste malgré tout un optimiste et je veux croire que l'humain va retrouver un équilibre et qu'on va pouvoir recréer des tissus, de la richesse, de l'intérêt, de la qualité de vie en refaisant venir les gens dans les campagnes. Mais pour les faire revenir dans les campagnes, il faut recréer de la valeur, il faut recréer des métiers, il faut amener de l'énergie, il faut amener de la compétence. Et avec tout ça, je suis persuadé que devant nous, on a un avenir extrêmement prometteur. Et donc, en tous les cas, moi, c'est le rôle que je veux lui donner, c'est d'être créatif, savoir fédérer les gens, comme le disait Emmanuel Vaxnex, il faut savoir collaborer, il faut savoir créer des idées, des scénarios, fédérer les gens à travers des bonnes idées, mais en tous les cas, savoir les partager, pas garder la valeur pour soi ou garder la propriété de l'innovation pour soi, il faut savoir la partager et donner envie. S'il y a un mot qu'il faut garder, c'est donner envie à ses collaborateurs, donner envie à ses clients d'aller dans la direction qu'on a choisie dans le cas de l'entreprise qu'on a voulu créer. Merci, Monsieur Lambert. Avant de redonner la parole à l'ensemble de nos intervenants pour répondre notamment aux questions, je vais demander que s'affiche à nouveau la carte, hein, donc la carte, voilà, de l'écosystème, hein, que vous avez, qui est donc aux portes de Paris, hein. Vous voyez qu'il y a
il y a vraiment plusieurs éléments, hein. Il y a d'un côté l'amont, comme vous pouvez le remarquer avec, bien évidemment, en font partie à Green Tech Valley. J'ai cité tout à l'heure 2 pôles de compétitivité, que sont Dream et VGPolis. Un autre lieu d'accueil aussi sur Châteaudun, sur les champs du possible. Et donc, vous voyez que tous ces éléments, dans l'amont de cet écosystème, brassent notamment beaucoup d'éléments technologiques, que ce soit en matière d'intelligence artificielle, de machinisme d'équipement, d'objets connectés ou de capteurs, et aussi toute une dynamique donc sur de services aussi qui sont proposés aux entreprises. On a parlé également en matière de ressources. Vous avez donc aussi des réseaux partenariaux très forts qui vous permettent de tisser des liens avec l'ensemble de ces ressources qui sont proposées. Bien évidemment, des éléments liés à l'agroalimentaire avec Food Val-de-Loire qui a été souvent cité là donc sur Contre. Une agence régionale, l'AREA Centre Val-de-Loire, où à travers notamment l'AREA et Food Val-de-Loire, vous avez sur le côté agroalimentaire toute une série de services qui sont à la fois des services individuels, des lieux d'accueil, d'incubation, mais aussi des services à vocation collective, aussi sur de la veille ou des actions. Quand vous avez une entreprise effectivement qui vient en région, nous notre leitmotiv c'est de la connecter, c'est de lui trouver les meilleurs interlocuteurs de l'amont à l'aval. Et puis bien évidemment, pour finir sur cet écosystème, quand on parle de food tech, bien évidemment on parle de digital. Il faut savoir, on a organisé il y a un peu plus de 2 mois donc un webinaire autour du digital, donc en Centre Val-de-Loire. Vous avez une grosse association donc qui s'appelle la Digital Loire Valley, donc avec énormément d'expertise, des lieux d'incubation, des réseaux de partenaires très importants et pratiquement 200 formations digitales qui sont proposées. Avant de prendre les questions, juste une dernière slide donc sur des éléments d'attractivité. Ce webinaire est à destination notamment d'entreprises qui auraient des idées de venir nous rejoindre. 3 éléments phares pour la région. Comme vous le voyez à gauche, là je parle je dirais de venir habiter chez nous déjà. Vous voyez que la destination Centre Val-de-Loire fait partie des 2 destinations favorites donc actuellement pour venir y habiter. Certes, il y a l'aspect Covid qui a accéléré ces éléments-là, mais donc la récente étude qui vient de seloger.com donc nous mettait en très bonne situation. Il faut savoir qu'on a aussi une interaction très forte avec Paris. Vous avez annuellement 67 000 navetteurs donc qui travaillent à Paris ou qui viennent travailler chez nous. Donc c'est aussi des opportunités d'attirer un certain nombre de personnes. Nos 2 métropoles, mais il n'y a pas qu'elles qui attirent, les 2 métropoles de Tours et Orléans font partie dans une toute dernière étude se sont positionnées comme les 2 premières métropoles à taille humaine donc dans un classement national. Et puis vous avez 3 témoignages qui ont été issus du premier webinaire qui sont avec un maître mot. Donc d'une part un maître mot qui est la facilité. Chez nous tout est beaucoup plus facile. D'une part la facilité de se connecter à Paris. En 1 heure on est dans le centre-ville de Paris. La facilité de se connecter à un écosystème. Je pense que vous l'avez bien vu à travers les différents témoignages. C'est vraiment un élément fort qui est présent au Centre Val-de-Loire. Et vous voyez, il y a un dernier témoignage, c'est vraiment la plus grande facilité de recrutement qu'on peut avoir chez nous. Voilà, donc c'était ces éléments-là. Je finirai sur ces éléments d'attractivité. Effectivement, François Roche-Bayard le disait, on le constate, de plus en plus de startups se développent avec un pied à Paris et un pied en province. On est en toute proximité, donc c'est un élément vraiment d'intérêt pour des startups qui souhaitent venir au plus proche des écosystèmes food tech.
Et au-delà de Paris, juste pour vous donner un exemple, hein, on a reçu tout récemment, la région est choisie actuellement par 2 investisseurs à la fois du Maghreb, hein, et donc du Brésil, hein, des entreprises, hein, de la food tech brésilienne, hein, qui, on l'espère, vont venir tout prochainement s'installer chez nous. C'est un territoire qui parmi beaucoup d'offres, hein, au niveau national, c'est ce territoire-là qui a été choisi. Voilà, donc je vais en rester là pour mes propos. Je vais prendre différentes questions, hein, donc qui se sont affichées dans le chat. Hein. J'en vois une première, je crois, qui peut être destinée à David Hermange. Hein. Il m'est posé la question: pourriez-vous nous dire comment s'est noué le lien avec Thierry Marx? Je laisse David Hermange répondre à cette question. Voilà, voilà. Allô. Le lien avec Thierry Marx, en fait, c'est une rencontre de mon beau-père lors d'une opération dans le cadre professionnel, où Thierry Marx était présent et faisait un discours sur la cuisine de demain et la notion de sans sucre ajouté, etc. Et ils ont discuté à la fin, et mon beau-père a évoqué: c'est étonnant que vous parliez de ça, puisque David et Gaël sont en train de créer une entreprise à Tours dans le domaine du sans sucre ajouté, une biscuiterie sans sucre ajouté. Et Thierry Marx a souhaité nous rencontrer rapidement et a vraiment adhéré à notre projet, puisqu'il faut savoir qu'il travaille depuis plus de 10 ans dans le... Pas que, mais en tout cas, il a cette appétence pour le sans sucre ajouté. On rejoignait complètement ses valeurs. Donc lui, je disais, il travaille depuis plus de 10 ans. C'est lui qui notamment fait les repas de Thomas Pesquet, qui mange sans sucre ajouté. Voilà. Et Thierry Marx est originaire, enfin, a eu sa première étoile en Touraine. Et du coup, l'intégralité de tous ces éléments a fait qu'il a souhaité faire partie prenante de notre projet. Et aujourd'hui, on est super content de l'avoir à nos côtés. Ce témoignage. Une autre question là qui posait un peu on est un territoire aussi qui a d'autres écosystèmes très performants. On est la région est le siège, hein, de ce qu'on appelle la Cosmetic Valley, hein, le pôle mondial de la cosmétique. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre, hein, sur les synergies, hein? Il y a déjà des choses qui se font, hein, donc notamment entre l'écosystème, donc Agri-Agro, hein, donc en centre Val-de-Loire, et l'écosystème de la Cosmetic Valley. Je ne sais pas qui souhaiterait répondre à ces éléments-là. Je ne sais pas. Je peux bien répondre si vous voulez. Oui, allez-y. Donc, l'idée qu'on a avec AgreenTech Valley, c'est de créer des synergies avec la Cosmetic Valley notamment, mais aussi avec d'autres pôles, sur des ressources notamment au niveau compétences et expertise, et notamment au niveau des réseaux européens. Il est important, si on veut que Orléans devienne une référence nationale, il faut déjà qu'elle ait des ambitions aussi européennes et internationales. Et pour ce faire, il est extrêmement important de créer rapidement des liens avec des premières agricultures européennes que sont l'Italie, l'Allemagne ou même la Pologne. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit l'angle, ça passe aussi par Bruxelles. Et donc, c'est pour ça que nous, au niveau d'AgreenTech Valley, on va monter un comité d'experts sur ces stratégies de façon à créer des synergies. Hein. L'idée, c'est pas de s'opposer, au contraire, c'est de voir comment avec Cosmetic Valley et, par exemple, Dream, on va pouvoir créer des synergies à la fois dans les expertises, dans les compétences, mais aussi dans la création de valeur. Je suis désolé, j'ai ce mot-là toujours à la bouche, mais je suis persuadé que la cosmétique et l'agriculture ont beaucoup de chemin à faire ensemble, et l'environnement aussi. Et donc, l'idée, c'est comment on va créer de la valeur, des synergies, de la compétence, des nouveaux métiers pour attirer encore des gens vers l'agriculture et vers ces métiers à haute valeur ajoutée. Voilà, je ne vous entends plus. Micro, Emmanuel. Est-ce
Excusez-moi pour le micro. J'avais une autre question effectivement, hein, donc qui nous est posée et donc peut-être à poser à Emmanuel Vasnex et à Marie-Joseph Lambert, hein, donc qui était vous avez bien évidemment des contacts avec le monde agricole. Qu'en est-il selon vous de l'usage, hein, des nouvelles technologies dans les exploitations agricoles du territoire en Centre-Val de Loire? Je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que Monsieur Lambert parlait de création de valeur, je pense que c'est fondamental. Donc aujourd'hui, je pense que les gens sont très à l'écoute et voient l'intérêt qu'il y a pour différentes choses. Par exemple, dans l'élevage, toutes les nouvelles technologies qui arrivent permettent de gagner du confort d'exploitation, de mieux travailler au travers de ça. Après, on rebondit sur la problématique de la création de valeur et sur la problématique de la rémunération, je dirais, équitable et durable des produits. Si aujourd'hui, les gens peuvent avoir accès à ces technologies-là et qu'ils sont rémunérés pour, ils le feront. Si par contre, ils n'arrivent pas à le payer, ils le feront pas. Et à un moment, ils jetteront l'éponge. Donc je pense que c'est aussi un enjeu, ces nouvelles technologies, pour moi, c'est aussi un enjeu de la transmission dans le monde agricole. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent vivre effectivement d'un métier qui les passionne, mais ils veulent en vivre, je dirais, décemment, avec un rythme de vie, des organisations, des vacances, des soirées, etc. Donc les nouvelles technologies permettent ça. On le voit bien, par exemple, dans l'élevage, avec les robots de traite qui amènent un confort énorme. Bon, ça amène aussi beaucoup de pression psychologique sur lequel il faut être vigilant, mais ça amène un confort de vie qui est tout à fait louable. Maintenant, on rebondit sur comment derrière on valorise tout ça. Et encore une fois, le dada de Monsieur Lambert, c'est la création de valeur, le mien, c'est la fiscalité. Je suis désolé, aujourd'hui, on a fait de nos agriculteurs des chasseurs d'aide, on est en train de faire de notre agroalimentaire des chasseurs d'aide. C'est pas normal, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, mais ça, c'est pas en région qu'on le réglera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme mon plan Marshall de l'agriculture, c'est comme la fiscalité, c'est comme une rémunération. Là, c'est l'État. Et je pense qu'il y a l'Europe, il y a l'État et il y a les régions. Nous, dans les régions, ce qu'on peut faire, c'est fédérer les écosystèmes, c'est faire travailler les gens ensemble, c'est utiliser au mieux ce qui est à l'intérieur, c'est valoriser et reconnaître le travail des producteurs, qui donnent d'ailleurs envie, qui s'implantent et qui développent. Mais donc voilà, je suis un peu là-dessus, mais ils sont très très demandeurs. Merci. Marie-Joseph Lambert, peut-être une réaction sur cette appropriation des technologies, hein, donc dans les exploitations agricoles. Alors déjà, il y a un effet mode. Il y a sur les 5 à 10% d'agriculteurs qui sont équipés d'informatique embarquée. On peut dire que la moitié d'entre eux, c'est des fadas de l'informatique et ils se font, je vais oser le mot, ils se font plaisir. Hein. Aujourd'hui, les centres de gestion sont en train de démontrer que malheureusement, l'innovation, on va dire l'agriculture de précision, n'a pas fait gagner de revenus à l'agriculteur. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui a investi dans des outils d'informatique embarqués, aujourd'hui, il n'a pas amélioré son revenu. Il a peut-être amélioré son chiffre d'affaires, mais il n'a pas amélioré son revenu. Pour être plus clair, l'agriculture de précision, c'est 3 étapes. La première, c'est l'information de précision. Et c'est là-dessus qu'il faut à tout prix mettre l'accent, c'est d'abord sur la qualité de l'information. Si vous voulez prendre des décisions de précision, il vous faut des informations de précision. Et c'est seulement après la deuxième étape, qui est la décision, que vous allez vers l'informatique embarquée et donc investir dans l'informatique embarquée. Et malheureusement, c'est pas moi qui le dis, c'est des grands machinistes. On s'est trompé d'étape, on a commencé par le fin avant de commencer par le début. Et donc, il va falloir, mais c'est normal, c'est lié à toute, je dirais, nouvelle évolution. Au départ, ça part dans tous les sens, ça va se calmer et ça va se structurer. Mais aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire sur la performance des coûts de l'informatique embarquée. Hein. Aujourd'hui, le robot dans le machinisme, il existe. Alors, pourquoi on va sortir les robots? J'en ai parlé tout à l'heure rapidement en parlant de l'exode rural. Donc, c'est aussi une façon de remplacer la main-d'œuvre qui va manquer demain dans l'agriculture. Mais pour que ces technologies soient accessibles et compétitives, il va falloir qu'il y ait des coûts, notamment tout ce qui va être capteur, soit abaissé par d'autres secteurs économiques. Hein. Aujourd'hui, c'est l'automobile qui reste encore le leader sur ce genre de technologie. Et quand l'automobile va casser les coûts d'accès des capteurs, des puces,
ça va devenir une technologie accessible au monde agricole dans beaucoup de domaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien dans les outils de tous les jours, les téléphones et autres, le design digital, l'ergonomie, c'est quelque chose qui a été encore oublié sur les outils d'informatique et de digital dans l'agriculture. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit amener des compétences. C'est-à-dire que nous, on le voit bien à notre échelle. Aujourd'hui, notre frein, c'est de faire venir des informaticiens de haut niveau, des digital designers et ainsi de suite. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on donne de l'attrait au monde agricole, il faut qu'on donne de l'attrait au monde rural pour que ces compétences viennent amener de la compétitivité. Ça, là, je suis désolé, on est parti de l'informatique de l'agriculteur, mais il faut attirer ces nouvelles compétences de différents secteurs économiques pour redonner de l'envie, redonner de la créativité, redonner de la compétitivité et de l'envie au monde agricole et à ses filières et à l'agroalimentaire. Merci. Nous arrivons à 19h, hein, donc nous allons bientôt clore hein, donc ce webinaire. Hein, donc, je voulais demander, je sais qu'Emmanuel Vasnex hein, doit se rendre à une réunion. En guise de conclusion, si vous aviez 2 mots pour caractériser le Centre Val-de-Loire, alors 2 mots qui peuvent être, je dirais bien évidemment liés à votre métier, mais aussi à ce que vous aimez en Centre Val-de-Loire, quels seraient ces 2 mots? La Loire et son côté sauvage. Moi, j'adore ces moments-là qui sont des moments de respiration et de. C'est intéressant. Donc voilà, la Loire. D'accord, merci. À bientôt. Marie-Joseph Lambert? Je dirais l'humain et la biodiversité. Ok. François Roche-Bayard? Ou David Hermange, hein, qui se reconnecte, hein, si vous aviez 2 mots. Pardon, désolé. J'ai anticipé. 2 mots, oui. Alors moi, c'est les bords de Loire. Voilà, je suis d'origine savoyarde au départ. Je suis là depuis 10 ans. Et les montagnes ne me manquent pas. Et les bords de Loire, par contre, ouais, c'est vraiment bien. D'accord. Et les fromages non plus, je pense, même si vous êtes savoyard. Ouais, les fromages aussi. Voilà, ça ne manque pas non plus. Et François Roche-Bayard, donc s'il est toujours connecté, là je voulais un peu qu'il nous donne ces 2 mots un peu qui caractérisent pour lui le Centre Val-de-Loire. Ah, François, peut-être des problèmes de connexion. Bon, bah écoutez, comme je vous le disais, donc on approche 19h, on voulait garder hein, effectivement à respecter hein, donc cet horaire. Ces mots-là étaient pour exprimer un peu le cadre de vie. Donc, comme vous l'avez vu, hein, l'écosystème qui vous a été présenté est un écosystème très divers, hein, très complémentaire, qui permet de trouver de multiples choses hein, pour développer ces projets. Il y avait des questions sur les financements tout à l'heure. Sachez que pour répondre à Emmanuel Vasnex, je sais que j'ai des personnes de la BPI aussi qui sont connectées. Mais BPI soutient beaucoup hein, donc d'entreprises en région. Et puis donc pour les gens qui sont sur Paris, qui sont connectés, là, je peux vous dire que traiter un dossier ici, tant par les services de BPI que de la région notamment, c'est tout autre chose que le fait comme on dit, d'avoir un dossier ou un numéro à Paris. Et ça, je peux vous garantir que c'est totalement différent. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a aussi au-delà de ça nous avons aussi d'autres produits, hein, notamment une société de capital développement, hein, donc et un fonds régional, hein, donc qui investit hein, donc dans des startups. Elle a investi dans des startups de la food tech, hein, notamment une entreprise qui a pris un essor très important qui s'appelle Biagri. Donc voilà, il y a aussi toute une série d'éléments financiers très favorables. Donc voilà, pour vous laisser, hein, donc puis pour vous donner un peu aussi l'envie de venir nous voir hein, pour dialoguer hein, sur vos projets et vos futurs développements. Je vais vous laisser vous remercier hein, donc pour votre participation hein, donc à ce webinaire. Comme on vous l'a dit, hein, donc on vous renverra l'ensemble des éléments et d'autres hein, d'autres documents aussi pour bien comprendre notre écosystème et les apports hein, qu'il peut avoir sur vos projets. Donc
pour vous inviter à venir chez nous et pour vous dire au revoir. Donc une petite vidéo de clôture hein, donc sur le cadre de vie en région qui, on l'espère, hein, vous incitera encore plus à venir nous rencontrer.